Dans cette vidéo, nous allons traiter le sujet 22 de l'épreuve pratique de NSI dans sa version 2026. Alors, ce sujet traite des QR codes, alors dans une forme simplifiée. On va avoir un tableau, donc vous voyez ici j'ai un dessin de QR code où chaque ligne va être modélisée par un tuple qui va être donc un code sur 8 bits qui va représenter un caractère de la table ASCII. Donc ici par exemple nous avons 6 lettres ou caractères qui sont représentés par ce QR code. Alors, avant de commencer à répondre aux questions, nous allons nous attarder sur des aspects techniques qui vont être utiles dans ce sujet. Alors, d'abord, nous allons un petit peu étudier le script ASCII, Python. Donc, vous voyez ici, la figure a été modélisée, donc on a une liste de tuples. Chaque tuple représente un caractère codé sur 8 bits. Et la table ASCII nous est donnée. Elle a été ici réalisée sous la forme d'un dictionnaire où on a le code du caractère en clé et puis le caractère lui-même en valeur. Alors pour comprendre et puis essayer d'analyser ce dictionnaire, on va voir qu'il a été vraiment réalisé à partir de la table ASCII. C'est très fidèle à la table ASCII. Alors pour cela, eh bien, on a des fonctions Python qui vont nous permettre, par exemple, de vérifier. Je vais prendre par exemple l'éperluette ici, le et. Donc si j'utilise la fonction ORD et que je lui passe en paramètre le caractère, j'obtiens bien le 38 ici qui est la clé. Et si j'utilise la fonction CHR et que je passe en paramètre le code du caractère, il m'affiche bien l'éperluette. Donc vous voyez bien que cette table ASCII est fidèle à la table ASCII que l'on connaît et que l'on a déjà étudiée. Donc par exemple, vous voyez ici, nous avons ici des valeurs qui sont données et on les utilisera lors des tests réalisés sur les fonctions. Alors la deuxième chose que nous allons étudier, c'est bien sûr, si nous regardons un peu ici un code sur 8 bits, donc ici un tuple. Donc vous voyez bien que ici on a la première valeur, indice 0, ici à l'indice 1, à l'indice 2, à l'indice 3, jusqu'à l'indice 7 qui est ici. Sauf que quand on doit faire les calculs et établir quelle est la valeur décimale de ce codage binaire, on sait que ce 0 qui est à l'indice 0, eh bien, il va falloir qu'on utilise la valeur 7 pour en faire les calculs. C'est-à-dire, on va prendre 0 fois 2 à la puissance 7. Ensuite, on va prendre 1 fois 2 à la puissance 6, etc. Donc, ça veut dire que, vous voyez, si on voulait faire un parcours classique, eh bien, si on voudrait utiliser l'indice, eh bien là, on ne pourrait pas utiliser directement l'indice, puisque pour le 0, l'indice serait 0. Alors que ici, la puissance qu'on veut mettre en place ici, ce serait l'indice de cet élément qui est ici, dans le tuple. Alors, pour ça, je vous ai fait un petit bac à sable pour qu'on puisse étudier un peu ce qui se passe. Alors, vous voyez, j'ai mis en place une liste. Et puis, on va regarder un peu comment on peut afficher cette liste
soit dans l'ordre inverse. Et c'est ce qui va résoudre notre problème pour répondre à la première question. Alors, pour ça, voilà, j'ai repris cette liste. Donc voilà la liste que j'ai créée. Et puis voilà les indices liés à chaque élément qui sont dans la liste ou dans le tuple. Hein. Ce sera exactement la même chose. Hein. Donc ici, si je fais for i in range len de liste et que je fais print de liste de i, entre crochets, je vais bien afficher les éléments dans l'ordre du premier indice jusqu'au dernier. Pour pouvoir lire dans le sens inverse, sans modifier la boucle for, il faut que je crée, vous voyez ici, eh bien il faut que je crée un indice intermédiaire qui va pouvoir, à la place du 0 qui est ici, faire le calcul nécessaire pour que ce soit 7 qui apparaissent et que je puisse ici mettre tout simplement la valeur qui me permette d'afficher cette valeur qui est ici. Alors, si je regarde là la formule, len de liste moins 1 moins i, vous allez me dire mais d'où sort cette formule? Alors je vous ai fait un petit tableau, donc ça ce sont les indices des éléments, et vous voyez que si j'applique la formule ici, donc la liste ici elle est de longueur 8, et je vais faire moins 0, moins 1, donc c'est bien la formule qui se trouve ici, vous voyez que j va prendre la valeur 7, ensuite 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, et donc vous voyez que quand je vais avoir i qui est égal à 0, eh bien j va valoir 7 et je vais donc afficher le dernier élément. Là, je vais donc pouvoir, sans modifier la boucle for, afficher les éléments dans l'ordre inverse. Alors le but ici, bien sûr, c'est d'obtenir ici, vous voyez, cet indice dans l'ordre inverse des parcours de la liste. Hein, c'est ce qui m'intéresse. Hein. Dans un deuxième temps, je peux cette fois-ci ne pas modifier ici, ne pas faire de calcul sur un indice intermédiaire et ne garder que la forme qui est là la première forme ici, mais en essayant de lire dans l'ordre inverse, en modifiant la boucle. Alors, c'est assez simple, vous voyez, le range nous permet de faire ça. Donc ici, si j'écris len de liste moins 1, donc ça veut dire que dans notre cas, on a len de liste qui vaut 8 moins 1 qui vaut 7, eh bien, je vais aller de 7 jusqu'à moins 1, et je vais vous expliquer pourquoi je prends moins 1, c'est assez facile à comprendre puisque nous l'avons déjà vu, et je vais utiliser un pas de moins 1. Et rappelez-vous, la borne ici supérieure n'est jamais atteinte. C'est-à-dire qu'ici, je vais aller de l'indice 7 jusqu'à l'indice 0. Je vais m'arrêter un indice avant. Et comme le pas est de moins 1, vous comprenez bien que je vais faire 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et donc ici, je vais commencer à 7 jusqu'à 0. Je vais bien, avec cette deuxième méthode, aussi afficher les éléments dans l'ordre inverse. Alors, si on passe à l'application, vous voyez ici, donc j'ai fait lecture de gauche à droite, lecture de droite à gauche dans la première version, c'est-à-dire en ne modifiant pas la boucle for, et la version 2 en modifiant la boucle for. Et vous allez voir, alors j'ai mis, vous voyez ici dans le print, j'ai fait virgule end égale. Alors en fait ça c'est ce qu'on appelle le caractère de séparation, le caractère de fin. Si vous ne mettez pas de caractère de fin, en fait print va de façon, comment dire, par défaut, il va aller à la ligne. Si vous mettez le caractère si vous précisez un caractère, en fait, le print ne va pas aller à la ligne, il va à chaque fois afficher le caractère et mettre le symbole juste derrière. Vous aurez le tout sur une même ligne, hein, ce qui peut être intéressant dans un contexte particulier. Alors là, c'était le cas. Donc, par exemple ici, si je fais, vous voyez, gauche-droite, donc je lis bien ici, dans le même sens. Alors que ce soit une liste ou un tuple, hein, vous savez la différence entre une liste et un tuple, hein, le tuple est un objet non mutable alors que la liste est un objet mutable, mais je peux lire la liste et le tuple comme je veux. Hein. Donc ici, si je mets à la place de la liste, je mets un tuple, donc vous allez voir que ça ne change rien. Vous voyez, je peux utiliser
mon système de parcours comme je l'ai fait pour la liste. Je peux faire la même chose donc avec, dans la version 1, droite-gauche, et vous allez voir que je vais lire les éléments de droite vers la gauche. Vous pouvez le constater. Et donc là, je vois bien le rôle des indices. Et ici, je peux aussi, donc dans la deuxième forme, faire la même chose, droite vers la gauche, mais cette fois-ci, j'ai modifié la boucle for et le range pour que je puisse avoir cet affichage de droite à gauche. La dernière chose que nous devons étudier, c'est le système des imports. Donc attention, essayez de ne pas oublier qu'on a plusieurs façons de réaliser des imports. Ici, on a fait un import, vous voyez, du fichier, du script ASCII.py pour avoir accès aux variables ici qui ont été définies, c'est-à-dire ici la figure 1, donc cette variable, le dictionnaire qui a modélisé la table ASCII et puis les variables de test. Alors vous avez vu qu'on a écrit import ASCII, donc ça permet tout simplement de protéger les éléments de la bibliothèque, c'est-à-dire les variables et éventuellement les fonctions que je vais utiliser dans mon fichier. C'est-à-dire que quand je veux utiliser une variable ou une fonction qui est contenue dans cette bibliothèque, je dois préfixer, vous voyez, par le nom de l'import. Donc vous voyez, ici, ça crée un espace pour les éléments que j'importe. Donc ici, vous voyez, je vais écrire ASCII.figure 1. Si jamais j'utilise par exemple cette forme d'import, donc voilà, là, ce que je fais, c'est que je prends toutes les variables et les fonctions qui sont dans la bibliothèque ASCII et je les importe dans mon script principal. Et alors, dans ce cas-là, je n'ai plus besoin du préfixe. Elles font partie de mon script. Alors, le danger, c'est que si j'ai défini dans mon script une variable qui porte le même nom qu'une variable qui était dans ma bibliothèque, la variable qui est dans la bibliothèque va être écrasée. Et c'est ma variable qui va prendre le pas. Donc, je ne pourrai pas utiliser la fonction ou la variable qui se trouve dans la bibliothèque que je viens d'importer. Donc, c'est à mon avis, quelque chose qu'il faut essayer d'éviter le plus possible. Alors bien sûr, je ne peux, par exemple, si je n'avais besoin que d'un élément, que de la figure 1, je pourrais par exemple faire from ASCII import, et je peux importer seulement ce que j'ai besoin. Donc ici, figure 1. Mais même chose, ici, je n'aurai plus besoin du préfixe puisque j'aurai pris la variable et elle a été intégrée, elle fait partie du scope de mon script, ici, de mon script principal que j'exécute. Et donc, je n'aurai plus le préfixe ici à mettre en place. Donc, c'est une solution ici qui est à privilégier. Le seul désavantage, c'est qu'on a importé toute la bibliothèque. Donc ça peut aussi être un problème au niveau de la place mémoire. Plus on charge de bibliothèque et plus bien sûr on charge la mémoire. Alors nous allons traiter la première question qui nous demande de créer la fonction bin de deck qui va prendre en paramètre un tuple qui représente un nombre binaire et qui va renvoyer la valeur de ce nombre binaire, mais en base 10. Donc, nous allons essayer de mettre en place cette fonction.
Donc, je vous montre ici un exemple. Donc, si j'utilise la fonction bin de DEC sur ce nombre binaire qui est ici, sous la forme d'un tuple, j'ai 90. Je vous laisse vérifier, c'est facile de le faire. Hein. Vous avez ici 2 à la puissance 1, 2 à la puissance 3, 2 à la puissance 4, 2 à la puissance 6. Vous ajoutez tous ces résultats et vous obtenez bien 90. Alors, comment j'ai créé cette fonction? Donc, je dois renvoyer un décimal. Donc, vous avez vu, hein, je vais réaliser les opérations qui sont ici. Donc, ce que je vais faire, c'est, je vais initialiser une variable à 0, et puis ensuite, à chaque fois que je vais récupérer un bit, je vais faire le calcul nécessaire et l'ajouter à cette valeur jusqu'à avoir parcouru tout le nombre binaire. Alors, la seule chose qu'il faut faire attention ici, c'est ce que je vous ai expliqué précédemment, c'est que je vais récupérer ici le 0, donc je vais faire 0 fois 2 à la puissance, mais attention, je ne vais pas prendre en puissance l'indice de ce nombre, je dois prendre en puissance l'indice de celui-ci en fait. Hein. Là c'est l'indice 0, je dois prendre l'indice 7. Là je suis à l'indice 1, je dois prendre l'indice 6, etc. Donc c'est exactement le parcours inverse que l'on a vu dans mon introduction. Donc, j'ai ici initialisé une variable DEC à 0. Je parcours ici mon tuple de la première à la dernière valeur. C'est pour ça que j'ai ici le range de len de tuple bin. Mais je dois mettre en place une variable, un indice intermédiaire si vous voulez, mais une variable intermédiaire qui va me calculer la puissance qui va être associée au bit que j'ai récupéré. Donc pour ça, c'est exactement la formule que je vous ai donnée, c'est-à-dire la longueur ici du tuple, le nombre d'éléments que contient ce tuple, moins i, c'est-à-dire l'indice de l'élément que je suis en train de traiter, moins 1. Et ensuite, eh bien, je vais ajouter à ma variable DEC, je vais la mettre à jour, en écrivant DEC plus égal. Donc je prends le bit que je récupère ici en écrivant tuple bin de i, faites attention, i va bien me donner accès ici à ce premier indice, fois 2 à la puissance, vous savez que la puissance c'est 2 étoiles, j, c'est-à-dire si j'ai 0, ici, si j'ai l'indice 0, je vais récupérer 0, fois 2 à la puissance, et je vais récupérer 7 à la puissance 7. Et puis, j'oublie pas de renvoyer la variable au final. Alors, une fois que j'ai réalisé cette fonction, je peux tout simplement faire un test. Hein. Donc, si je prends ici cette variable, que je teste, j'obtiens bien 90. Alors, un test, vous savez, ne suffit pas. Je vous invite à en faire plusieurs pour vérifier que vous n'avez pas fait d'erreur dans votre code. Alors, la question, elle ne s'arrête pas là. Si vous regardez pour la question 1, on vous demande alors d'essayer d'utiliser les valeurs qu'on va calculer sur notre variable initiale, c'est-à-dire celle qui est ici, doit nous permettre de déterminer le nom de la personne qui a inventé le QR code. Alors pour ça, moi, voilà ce que j'ai réalisé. Donc vous voyez, je vais bien sûr utiliser, vous voyez, on a fait un import pour moi de la figure 1, la figure qui est ici. Et bien sûr, je vais utiliser aussi la table ASCII ici, parce que ma fonction qu'on vient de me demander de créer va prendre ici le tuple. Je vais passer ce tuple en paramètre à la fonction et je vais obtenir, vous voyez, la clé ici. Ensuite, il suffira que j'utilise la clé pour venir lire le caractère dans la table ASCII. Donc, il va falloir que j'utilise ici cette table ASCII. Donc, vous savez que pour
utiliser cette table ASCII, dans mon script QR code, il faudra que j'écrive ASCII, point, et le nom de la variable, donc dict-ASCII. Donc ici, si vous regardez ce que j'ai fait, alors je vous invite aussi à faire la même chose, c'est plus facile pour montrer du code. J'ai fait ici cette condition if name égale main. Hein, je vous rappelle que quand j'exécute directement le script ici, ce code va s'exécuter. Si jamais j'utilise QR code comme une bibliothèque, comme j'ai pu le faire ici pour ASCII dans QR code, ce code ne va pas s'exécuter. Sinon, à chaque fois que j'importerai un élément, si j'avais mis, vous voyez, si j'avais fait ça, vous voyez, par exemple, voilà, à chaque fois que je vais importer du code de la bibliothèque, ce code va s'exécuter. Donc, ça va un peu polluer l'exécution de mon script. Là, ce code ne va s'exécuter que si je fais appel directement au script. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait tout bêtement? J'ai tout simplement pris chaque octet de la variable ici qui a été importée. Vous voyez la variable qui est ici. Là. Vous voyez, cette variable qui a été importée du fichier ASCII, donc ici. La figure 1. Donc, chaque tuple va être récupéré. Donc, chacun des tuples, je vais la passer en paramètre à la fonction que j'ai créée ici, bin2dec, pour que je puisse obtenir la valeur décimale. Donc, c'est ce que je fais ici. Regardez, j'écris un for octet in QR code-fig1. Je fais code décimal de la lettre et j'utilise ma fonction bin2dec en passant octet en paramètre. Donc là, je vais obtenir tout simplement à chaque fois la clé. Une fois que j'ai obtenu la clé, eh bien, je vais dire, je vais récupérer la lettre. Récupérer la lettre, c'est récupérer la valeur dans mon dictionnaire. Donc, je vais aller chercher mon dictionnaire, donc ASCII.dict-ASCII. Je vais lui passer la clé qui a été calculée avec ma fonction bin2dec. Et ici, je vais récupérer donc la lettre en question qui se trouve ici dans mon dictionnaire. Qu'est-ce que je demande à faire à chaque fois? Eh bien, j'affiche la lettre. Et puis moi, je ne veux pas que ça aille à la ligne. Donc, j'ai mis un end égale un caractère vide. Comme ça, je vais avoir tous les caractères qui vont se coller. Et je vais obtenir, si aucune erreur n'a été réalisée, le nom de l'inventeur du QR code. Donc, j'exécute mon script. Et donc, mon code me fait apparaître Monsieur Hara. Donc, je vais... non, pas Monsieur Hara. Je vais vous... le M, c'est pas pour Monsieur. Hein. C'est tout simplement... Ici, je vous montre. L'inventeur, c'est Masahiro Hara, qui a inventé le QR code. Hein. Voilà l'inventeur du QR code. Donc, si j'ai bien obtenu la bonne réponse, hein, j'ai pu le vérifier, vous, le jour de l'épreuve, vous ne pourrez pas faire cette vérification. Voilà pour la question 1. Alors, nous allons traiter la question 2 qui nous demande d'écrire une fonction QR code de DEC qui prend en paramètre QR code, qui est une liste de tuples, donc qui va représenter notre QR code simplifié, et qui va renvoyer une liste d'entiers décimaux hein, qui vont correspondre aux clés de la table ASCII associées à la lettre qui constitue le mot ou le message. Et ensuite, on nous demande de proposer l'utilisation utiliser notre fonction sur la figure 1 pour qu'on puisse voir si on obtient bien la bonne réponse. Alors, nous allons donc écrire cette fonction. Donc, QR code de DEC. Donc, qui va prendre en paramètre QR code.
Et ici, alors on peut utiliser là une liste en compréhension, ce qui est beaucoup plus simple. Donc on peut faire un return, tout simplement. Et puis on va écrire, donc on va prendre chaque octet. Octet for octet in QR code. Et bien sûr, ici, je ne veux pas renvoyer l'octet, je veux renvoyer la valeur décimale. Donc pour ça, je vais tout simplement utiliser bin de deck. Donc je vais écrire ici bin de deck et prendre mon octet et le passer en paramètre. Et je construis directement à l'aide d'une liste en compréhension la liste des valeurs décimales qui représentent chaque octet. Alors, une fois qu'on a fait cet exercice, il faut que je l'applique ici sur ma figure 1 qui a été exportée du script Python ASCII.py. Donc, ce que je vais faire tout simplement, c'est, je vais venir ici, je vais commenter ici mon code. Alors, on peut aussi le faire dans la console, hein. Donc là, je commente le code pour pas que ça pollue. L'affichage. Et donc, vous pouvez, si vous voulez ici, utiliser tout simplement là ici le QR code. Je me suis trompé de fonction. Voilà, ici, je récupère cette fonction. Voilà, je vais passer tout simplement la figure qui m'intéresse. J'exécute et j'obtiens ici 77, 46, 72, 97, 114 et 97. Alors, vous voyez ici, ça renvoie un tuple de 10 décimaux correspondant à chacune des lettres. Donc ça, c'est ce qu'on nous demande. Mais moi, dans la question qui est posée initialement, si vous regardez, proposer un test de QR code deck qui utilisera la représentation du QR code de la figure 1 fournie dans le module ASCII. Donc moi, il faut que ça puisse m'afficher le nom du créateur du QR code. C'est ce que ça doit afficher. Donc ici, proposer un test, c'est tout simplement venir ici. Donc je vais ici écrire donc l'inventeur du QR code. Vous voyez. Et puis je vais tout simplement faire exactement la même chose que j'ai pu faire ici. Je vais tout simplement écrire print. Je vais prendre ici chaque élément et puis venir l'afficher. Donc je vais faire alors for clé in, donc je récupère chaque valeur décimale qui est la clé de mon dictionnaire. Et puis je vais tout simplement faire un print. Alors je récupère le dictionnaire, je lui passe la clé et normalement, si tout se passe bien, il va m'afficher la lettre. Alors je demande à ce que il ne fasse pas un passage à la ligne, mais juste un caractère vide, comme ça tous les éléments vont être collés. Et normalement, je devrais obtenir le nom qu'on a obtenu quand on a fait ce code juste avant. Donc, j'exécute et puis je vérifie que tout se passe bien.
j'ai bien obtenu Monsieur Ara. Donc ça veut dire que ma fonction QR code de DEC a été réalisée avec succès. Alors, nous allons traiter la question 3. Nous avons une fonction qui nous est fournie, DEC de STR, qui doit renvoyer la chaîne de caractères associée au QR code. Donc ici, on nous demande d'exécuter test DEC de STR et puis de regarder quel est le problème que nous rencontrons. Donc c'est ce que nous allons faire. Et donc là, il faut bien regarder. Donc vous voyez, le premier test a été réussi, le deuxième et pas le troisième. Vous voyez, on nous dit, on a une erreur, on a une clé 233 qui n'est pas valide apparemment. Donc, on va essayer d'étudier ce qui se passe. Alors, en fait, les tests qui sont passés, si je regarde la fonction que nous avons, la fonction test que nous avons lancée, vous pouvez voir que, vous voyez, elle fait appel aux variables test 1, test 2, test 3 qui sont dans la bibliothèque ou le module ASCII. Donc, si je regarde ici, ce sont ces trois variables qui sont ici. Et vous voyez que nous avons bien ici un 233 qui n'est pas dans la table ASCII. En fait, le 233, si on étudie, c'est bien un caractère, mais qui n'est pas dans la table ASCII. C'est tout simplement le « et » de l'ATA 1, donc qui n'apparaît pas dans la table ASCII puisqu'il n'y a pas les caractères accentués. Donc il faut essayer de contrer cette erreur et puis faire un affichage alternatif. Par exemple, mettre un point d'interrogation à la place d'une clé qui n'est pas présente dans la table ASCII, de mettre le caractère point d'interrogation, par exemple. Alors pour ça, il me faut modifier bien sûr cette fonction qui est ici. Donc vous voyez, je vais tout simplement ici faire for entier in liste de DEC, et donc là, je dois essayer de traiter ce problème. Donc je vais tout simplement dire, eh bien, si entier n'est pas dans les clés des dictionnaires, donc je peux écrire soit tout simplement alors ASCII.dict ASCII, et là je récupère bien les clés, ou bien si vous voulez, vous pouvez écrire .keys et je récupère les clés. Donc si ce n'est pas dans la clé, tout simplement je vais dire que je vais ajouter un point d'interrogation, par exemple, c'est une solution. Sinon, si c'est bien à l'intérieur, eh bien, je vais tout simplement afficher le caractère associé. Nous allons vérifier si tout se passe bien. Et vous voyez que si nous relançons ici, hop, le test, les trois tests sont réussis. Alors, on peut vérifier, bien sûr, je vous montre ce que cela donne sur le test 3. Donc ici, si tout simplement je prends cette fonction et que je lui passe bien le test 3 en faisant ASCII test 3,
vous voyez que test 3 réussi, hein, il a bien mis un point d'interrogation, comme on a pu le voir ici, à l'exécution. Alors, la question 4 demande de regarder la fonction str de QR code message et de regarder qu'est-ce qu'elle va produire et on va identifier une anomalie dans, dans le résultat obtenu. Alors le but de cette fonction, c'est de lui passer un message et normalement, elle doit produire la liste des tuples d'octets que nous avons dans le QR code simplifié que l'on traite dans le sujet. Alors, pour être un peu plus explicite, c'est-à-dire que là, ici, je sais quel est le résultat obtenu pour cette figure 1, c'est le nom de la personne qui a inventé le QR code. Maintenant, si je passe à cette fonction le nom de la personne, je dois avoir cette liste qui est produite. Donc nous allons regarder si c'est le cas. Donc là, j'ai STR2 QR code de ARA. Je vais faire entrer et j'ai obtenu un code. Et si je le compare ici avec la figure 1, je vois que je n'ai pas du tout le bon résultat. Vous voyez, ici, je n'ai que 7 bits. Ici, j'en ai que 6, etc. Donc, je vois qu'en fait, j'ai ici les zéros qui ont disparu. Donc, il faut analyser la fonction pour identifier le problème et le corriger. Alors, avant toute chose, nous allons un peu étudier cette fonction parce que elle enferme des tas de notions qui sont intéressantes à regarder et à essayer de comprendre. Alors, la première chose, bon, là on a compris qu'on avait QR code égale une liste vide et normalement nous allons injecter à l'intérieur nos éléments qui seront nos tuples. Nos tuples normalement qui devaient être des octets. La première chose que fait cette ligne ici 66, c'est d'inverser en fait la table. Alors là, vous voyez, ce qu'on a fait, c'est un dictionnaire en compréhension. Alors là, j'essaye de vous expliquer clairement. Donc, je vais récupérer la clé et la valeur de la table ASCII. Donc, vous savez que quand je veux récupérer à la fois la clé et la valeur, je dois prendre le dictionnaire et écrire .items, sans oublier les parenthèses. Si je veux récupérer la valeur, j'écris values avec les parenthèses. Et si je veux récupérer que la clé, eh bien, j'écris soit .keys avec les parenthèses, soit rien du tout. Donc là, comme je veux inverser clé-valeur, cette partie va me récupérer la clé et la clé dans la variable clé, la valeur dans la variable valeur. Et comme je veux inverser, eh bien, regardez ce que j'ai fait. J'ai mis comme clé la valeur, que je vais récupérer ici, et comme valeur, la clé, en séparant par 2 points, puisque c'est la structure, la notation qui est utilisée pour créer un dictionnaire. Et j'ai créé un dictionnaire en compréhension. Donc je peux vous montrer que ça fonctionne très bien. Je prends table inverse, et vous voyez que j'ai bien créé un dictionnaire avec cette fois-ci le caractère en clé et son numéro dans la table ASCII en valeur. Une fois que j'ai compris ce fonctionnement, je regarde ici ce que je vais réaliser. Donc là, tout simplement, vous voyez, je vais prendre chaque caractère du message. Je vais passer ici un message, d'accord, comme je l'ai fait ici. Et donc, chaque caractère vont être récupérés
Et je vais ici récupérer, eh bien, on va essayer de comprendre. Vous voyez, j'ai un dictionnaire et j'ai cette méthode .get. Que fait la méthode .get? Eh bien, c'est simple. Elle va prendre le caractère ici que j'ai passé, donc qui va être notre clé, va nous renvoyer la valeur. Donc, va nous renvoyer le nombre décimal qui correspond à la table, à l'encodage dans la table ASCII du caractère. Et si jamais ce caractère n'existe pas dans la table inverse, eh bien, elle va renvoyer tout simplement la valeur 63 qui en fait correspond au point d'interrogation. Donc, c'est comme si j'avais donné le point d'interrogation, il sera remplacé, le caractère, s'il n'est pas présent, il sera remplacé par le 63 pour produire un point d'interrogation. Ensuite, vous voyez que on utilise la fonction bin qui permet de convertir un entier en binaire. Alors, on a du mal à comprendre pourquoi on va partir de 2 jusqu'à la fin de la chaîne. Ici, vous voyez, je vais récupérer de 2 jusqu'à la fin. Et pourquoi 2? Alors, on va essayer de regarder pourquoi. Vous allez voir que c'est très simple. Donc, si je prends ici bin et que je fais par exemple 50, vous voyez que le résultat qui est envoyé, c'est une chaîne de caractères avec, vous voyez, un identifiant pour signifier que la chaîne de caractères est un nombre binaire qui est 0B. Et donc, il faut que je les élimine, ces deux caractères. Il ne faut pas que je les traite, que je les prenne pour les injecter dans, comment dire, dans ma liste qui va contenir mes tuples d'octets. Mais vous voyez bien ce qui se passe ici. Quand j'ai fait la conversion, en fait, les zéros qui pouvaient me permettre de couvrir 8 bits et qui étaient à la droite, à la gauche du nombre, eh bien, ils n'existent pas. Donc, vous voyez, par exemple, ici, j'ai que 6 bits alors qu'il m'en faut 8. C'est-à-dire que, pourquoi donc je n'ai pas réussi à avoir le même format que dans la figure d'origine? Eh bien, parce que ces zéros ici n'existent plus. Donc, ça va être à moi de les rajouter pour avoir à nouveau un caractère qui est codé sur 8 bits. Donc, il va falloir que j'ajoute autant de zéros que nécessaire pour atteindre 8 bits. Donc, une première démarche consisterait tout simplement, vous voyez ici, j'ai récupéré ma chaîne de caractères et tout simplement, je vais pouvoir écrire tant que len2 binaire str est différent de 8, par exemple, eh bien, je vais prendre binaire et puis je vais lui ajouter, eh bien, tout simplement la chaîne de caractères 0, attention au sens, et ainsi, à chaque fois que je vais avoir ici à traiter mon tuple, vous voyez ici, on a un tuple qui sera traité, donc vous voyez ce qui va se passer. Ici, j'ai une chaîne de caractères, donc cette fois-ci, ma chaîne de caractères, elle va être valide. Donc par exemple, si je vous reprends l'exemple qui est ici, donc je vais avoir au final quelque chose qui va ressembler à ça. Et ensuite ici, ben, je vais prendre, vous voyez, for bit in binaire, donc je vais prendre chaque bit
et le caster en entier et l'envoyer dans un tuple. Je vais ici avoir un tuple. Et donc, au final, après cette ligne, la ligne, eh bien, ressemblera ici à ça. Voilà, et c'est un tuple, pas une liste. Et j'aurai cette fois-ci le bon format. Alors, on va vérifier tout de même si j'ai réalisé la correction. Et donc, vous voyez bien que cette fois-ci, si je viens à nouveau comparer avec ma figure d'origine, je retrouve bien chaque tuple constitué de 8 bits et donc en conformité avec le format qui est imposé par l'énoncé. Voilà pour cette question numéro 4. Donc si on regarde un petit peu les pièges dans lesquels on ne doit pas tomber, donc ici, faites attention, quand j'utilise la fonction bin pour transformer, pour obtenir l'écriture binaire d'un nombre, Python va placer deux symboles d'identification du binaire qui est 0b. Donc il faudra prendre en compte, si je ne veux récupérer que les bits qui constituent le nombre binaire. Alors attention, c'est une chaîne de caractères, donc c'est pour cela que je commence à 2. Mais attention, bin ne va pas vous renvoyer un octet, c'est-à-dire que les zéros à gauche qui sont inutiles sont supprimés. Nous, si on doit les ajouter, eh bien, il nous faut trouver une procédure pour le faire. Alors, vous voyez qu'il y a aussi la méthode zfill qui fait aussi ce travail, c'est-à-dire qui ajoute les zéros. C'est-à-dire que j'aurais pu, tout bêtement, venir ici et bien sûr, je peux directement, je vous montre, faire ici un point zfill et normalement, si je renvoie mon code, j'obtiens bien le même résultat. C'est-à-dire qu'ici, on a une méthode qui nous permet de remplir à gauche 2 zéros. Alors, faites attention, hein, vous avez, si j'utilise une clé qui n'est pas présente dans un dictionnaire, nous allons avoir une erreur qui va être de la forme key-error. Je vous ai expliqué le fonctionnement de la méthode get sur les dictionnaires, donc à vous de bien l'étudier. Et eh bien, nous avons fait le tour de ce sujet 22 qui me paraît être le plus difficile de la série. Bon courage pour vos révisions et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez utiliser une intelligence artificielle en donnant votre code complètement complété et en demandant à cette intelligence artificielle de vous poser en direct des questions qui pourraient être posées par le jury pour être persuadé que vous avez bien compris tout ce qu'il se passe dans ce sujet. À bientôt!